Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucas, je suis en charge d'animer ce webinaire dit en bon français conférence numérique sur la question des données de santé. Quels enjeux à l'heure du big data? Alors, cette question-là, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de travaux engagés dans le cadre d'un partenariat entre l'UGICT CGT et la Fédération des mutuelles de France, qui vise, entre autres choses, à croiser nos regards, donc syndicaux et mutualistes, sur différents sujets, parmi lesquels aujourd'hui la question des données de santé, un sujet qui est évidemment d'une très grande actualité. On a parlé encore récemment du carnet vaccinal ou du pass santé, peut-être demain pour avoir le droit d'aller au cinéma. Pour l'instant, c'est que pour les très gros événements, mais peut-être qu'on aura aussi cette question-là qui se posera. On en a entendu parler aussi avec des centres hospitaliers qui ont été piratés voilà, qui ont été piratés et qui se sont trouvés en grande difficulté de ce point de vue-là. On voit bien en tout cas que la question des données de santé, elle est d'une très grande actualité, a fortiori évidemment avec la Covid, et c'est ce qui nous a incité les uns et les autres, côté UGICT et côté Mutuelle de France, à travailler un peu sur le sujet et à proposer ce webinaire. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc données de santé, quels enjeux à l'heure du big data? Nous avons autour de la table numérique plusieurs intervenants. Je vous propose peut-être de lever la main à votre tour. Patrick Julou, d'abord, administrateur des Mutuelles de France et président de la mutuelle Mutami. Voilà, présente principalement dans le sud-ouest de la France. Également Mathieu Trubert, co-animateur du collectif numérique de l'UGICT CGT, qui a levé sa petite main bleue. Et enfin, maître Juliette Elibert, avocate au barreau de Paris et représentante de l'association Interop, qui a coupé sa caméra en mesure de rétorsion et de confidentialité. Voilà en tout cas les trois intervenants. Et puis vous-même, bien sûr, vous aurez l'occasion de prendre la parole dans ces échanges. Dernière diapo pour ce qui me concerne, un petit déroulé. L'idée est que les introductions prennent au maximum une demi-heure, avec une dizaine de minutes pour chacun des trois intervenants. On aura ensuite environ 3/4 d'heure de questions-réponses. Donc, notez vos questions. N'hésitez pas à les poser aussi en continu sur le chat. On les prendra en compte. Et puis, pour finir, on reviendra à cette petite table numérique en proposant aussi un petit moment de conclusion. Merci Lucas. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de tenir le chrono. Voilà. Peut-être pour dire que d'abord, les questions des données de santé, de leur exploitation et de leur stockage ne peuvent se réduire en fait à des questions techniques. Elles soulèvent de formidables enjeux touchant aussi bien les libertés fondamentales, qu'elles soient individuelles ou collectives, que des questions démocratiques et de transparence. Comment protéger nos données personnelles de santé et construire à partir de cette ressource que représentent les données agrégées, anonymisées, des politiques de santé publique, de prévention et développer la recherche médicale, c'est peut-être le défi auquel on est confronté. Donc, comment protéger nos données et en même temps les utiliser dans l'intérêt général, sinon en inscrivant ce débat dans un cadre démocratique, qu'il soit parlementaire ou sanitaire. Plus généralement, nous comprenons que les enjeux portent aussi bien sur l'accès à l'information et au droit d'exploitation de ces données, sur la sécurisation et la valorisation des données collectées, sur des enjeux éthiques, et cela dans un monde globalisé, capitaliste, qui entend traiter cette ressource, donc les données de santé, comme un marché émergent et quasiment sans limite, sur lequel il est possible de faire du profit à travers notamment la vente des données. Au niveau mondial, ce sont donc des centaines de milliards qui sont actuellement investis dans ce secteur afin de collecter des données, de les exploiter, de les valoriser et de les revendre. Et ces données de santé proviennent dans notre pays, donc en France, de multiples sources. Par exemple, chaque grand hôpital abrite par exemple des informations de ses patients. Des données de santé transitent également via les pharmacies, par des applications diverses et variées que nous alimentons malgré nous, toutes les applications mobiles calculer son IMC, définir un régime alimentaire. Donc, ce sont autant de données de santé donc, qui sont stockées. Et puis, il existe aussi une multitude de bases de données construites
donc pour mener soit des essais cliniques, mais d'autres plus importantes, et je pense notamment à la CNAM avec le CIRAM, qui est donc le Système national d'information inter-régime de l'assurance maladie, qui stocke donc des millions de feuilles de soins. Des questions donc se posent en termes d'usage, d'accès et de sécurité des données de santé, et ces données peuvent être considérées comme sensibles car elles touchent à l'intimité des personnes et donnent à voir notamment notre état de santé au sens large. Le RGPD, donc au niveau européen, qui est le règlement donc, général relatif à la protection des données, puis la CNIL en France, nous donne aujourd'hui une définition précise des données de santé. La CNIL nous dit par exemple que les données à caractère personnel concernant la santé sont des données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique qui révèle des informations sur l'état de santé. Cette définition comprend donc notamment les informations relatives à la personne lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins, des informations obtenues lors de tests ou d'examens, ou encore des informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux, un traitement, etc. Nous voyons que cette définition s'appuie en fait sur 3 critères pour qualifier une information de données relatives à la santé: la nature de la donnée, toutes les informations relatives aux antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats d'examen, traitement et même handicap d'une personne sont des données relatives à la santé. L'autre critère, c'est l'apparition d'informations relatives à la santé du fait d'un croisement de données. Et puis également, troisième critère, qui est la finalité d'utilisation de la donnée pour intégrer cette donnée susceptible d'être utilisée au plan médical. Et donc là, l'exemple assez courant, qui est souvent donné, c'est donc le fait de mentionner une origine ethnique de la personne qui permet d'adapter un traitement, voire une meilleure évaluation d'un risque pour certaines pathologies. Cette définition donc précise donne à voir que tous les acteurs n'ont pas forcément aussi accès à la même donnée de santé, à la même qualité de santé. Et pour un secteur que je connais un peu mieux, notamment le secteur des complémentaires santé, nous ne bénéficions pas forcément d'une information complète en termes de données de santé, puisque nous n'avons accès qu'à des informations circonscrites aux données administratives, par exemple, de nos adhérents, l'état civil, ou à des données codifiées par grandes familles d'actes qui nous servent à rembourser les prestations à partir de diverses sources, que ce soit les sources des sources qui sont l'assurance maladie, les médecins ou encore nos adhérents ou souscripteurs. Pour faire simple, donc, les mêmes données, ce sont les mêmes données que celles que nous retrouvons en fait sur les décomptes de sécurité sociale. Donc d'ailleurs, ce qui fait dire qu'en mutualité, souvent, nous disons que nous sommes des payeurs aveugles. Autre point qu'il convient probablement aussi de souligner, que chacun d'entre nous n'avons plus conscience que nous avons, via la carte vitale, donné notre accord pour transmettre ces données de santé, données qui circulent entre professionnels de santé, établissements de santé ou assurance maladie, et ces données, des données que l'on peut retrouver notamment dans le dossier médical partagé, donc ce fameux carnet de santé numérique qui permet de conserver et de sécuriser nos données, donc, que ce soit les traitements, les résultats d'examen, et y compris qui nous permet de les partager avec les professionnels de santé de notre choix. Nous voyons d'ailleurs qu'avec ce DMP, combien la question de la sécurité et de la confidentialité de ces données est essentielle. Et je n'évoque pas ici, bien sûr, tous les risques qui peuvent être liés au piratage, notamment, et à la fuite des données. Mathieu, je pense, va y revenir dans son propos. Nous voyons bien que la réglementation européenne, notamment via le RGPD, protège encore aujourd'hui nos données de santé, rappelle qu'elles nous sont personnelles et que notre autorisation est nécessaire pour les utiliser. Donc, c'est indispensable pour garantir, me semble-t-il, le secret médical, qui reste notamment un gage de confiance, mais aussi un principe de sécurisation au-delà du partage des données personnelles. Il nous est donc facile d'imaginer l'utilisation qui pourrait être faite de nos données de santé si elles tombaient dans les mains d'un employeur, d'une banque ou d'une assurance. Elles constitueraient de formidables leviers de discrimination individuelle et collective. Et d'ailleurs, il est aisé d'imaginer donc comment la compagnie d'assurance pourrait calculer le montant d'une prime selon l'état de santé de la personne, voire de l'exclure comme cela se pratique dans certains pays, mais comme cela se pratique notamment souvent dans le domaine de l'assurance de biens. Nous pourrions aussi imaginer l'exploitation de ces données dans une société autoritaire et ultralibérale
qui, en s'appuyant sur une logique bénéfice-risque, autoriserait ou pas tel ou tel soin, tel ou tel traitement, en tenant compte de l'état de santé de la personne, de son âge, des conduites à risque notamment. Avec le RGPD, donc, cette protection aujourd'hui est renforcée. Cependant, un certain nombre d'acteurs, comme ceux de la e-santé, revendiquent un accès aux données de santé pour inventer et offrir de nouveaux services, plus ou moins utiles, si la donnée appartient juridiquement au malade, en étant anonymisée, sécurisée, non divulguée. Elle peut servir à la communauté des patients, mais aussi et surtout les avancées de la recherche. Nous comprenons donc ici que la protection individuelle de la donnée de santé devrait se conjuguer donc avec l'intérêt collectif que représente cette ressource constituée de la collecte, le croisement et l'agrégation de ces données. Donc, comment garantir en fait notre liberté individuelle en protégeant nos données personnelles de santé, tout en permettant, grâce à cette somme d'informations que constituent toutes ces données, des ressources et de la matière pour développer des politiques de santé publique, de prévention ou encore des programmes de recherche. Comment demain donc, ces données de masse seront exploitées par les big data et qui en aura la maîtrise? Nous retrouvons ici toutes les questions éthiques qui peuvent être posées sur l'exploitation des données et leur finalité. Comme je le disais tout à l'heure, donc s'agira-t-il d'exclure des populations malades à risque ou de développer des politiques de santé publique, des programmes de recherche? L'exploitation de ces données donc, peuvent aussi permettre, en suscitant des comportements de consommation dans le secteur de la santé, créer des besoins inutiles à seule fin d'alimenter des secteurs marchands. On peut penser ici à toutes les dérives autour de, ou non, autour ou au nom du bien-être notamment. La question qui nous est donc posée pourrait se résumer à comment construire une véritable politique des données de santé en garantissant la propriété individuelle de ces données, tout en permettant de construire des bases de données permettant d'engager des politiques de santé publique au sens large. Cela passe certainement par quelques principes. Alors moi, j'en ai repéré 3, mais c'est peut-être là où on pourra certainement en trouver d'autres. Ces principes, peut-être rappeler que tout ce qui est traité à travers les données de santé concerne l'humain. Ce sont donc des informations d'une nature spécifique qui ne peuvent être utilisées comme dans un texto. Donc ces données de santé, elles doivent être quelque part protégées, notamment. S'assurer également, peut-être autre enjeu, que la technologie reste bien au service de l'intérêt collectif, d'où l'importance de conserver la maîtrise technologique, voire la propriété et l'hébergement de ces big data. Et puis, peut-être troisième piste aussi, c'est comment on construit une véritable démocratie sanitaire qui permette de rendre ce sujet et les enjeux qui y sont liés pleinement transparents et donc en faire un véritable sujet de débat et de démocratie sanitaire. Donc voilà peut-être quelques éléments en introduction pour ma part sur cette problématique des données de santé, donc entre l'intérêt individuel de protéger ses propres données de santé et comment cette ressource peut être mise au service du bien commun pour développer des politiques de santé publique, notamment, et cela en dehors d'une logique de marché. Merci de cette introduction qui vise d'une certaine manière simplement à dire que la question des données de santé, elle est effectivement certes posée de manière très individuelle puisqu'on parle de données de chaque patient d'une certaine manière. Excusez-moi, je remets ma vidéo, de certains patients, et puis quelle est l'utilisation qui en est faite ensuite collectivement, avec une utilité notamment du point de vue de la santé publique, avec les garde-fous et les questions que posait Patrick à l'instant pour finir. L'idée est d'abord de dire que c'est un enjeu démocratique et c'est d'abord un enjeu politique, ce sujet des données de santé. Mais c'est aussi, on l'a vu dans l'actualité, un sujet technique qu'il faut maîtriser avec des enjeux autour de la sécurité et de la confidentialité qui, au-delà même de l'apparat technique, sont également, là aussi, des sujets très politiques, la sécurité et la confidentialité. Mathieu, peut-être que tu peux nous en dire davantage ? Donc, ouais, effectivement, là, on va un petit peu, mais rapidement, en 10 minutes, revenir sur les fondamentaux, parce qu'on va parler à la fois de sécurité et de confidentialité. Ce n'est pas la même chose, et il y a souvent soit une confusion, soit un amalgame qui est fait entre les deux. Et il y a quand même une différence notoire et importante. Donc, alors, les données, évidemment, on n'a pas attendu l'informatique depuis le début de son histoire. L'être humain manipule des informations.
et elles se traduisent par des données qui sont plus ou moins structurées. Donc, sur ce schéma, on va partir de la droite. On a représenté les données sous forme binaire avec des 1 et des 0. Donc, les données, elles ont des caractéristiques. La première, c'est qu'elles résident donc, sur des supports physiques, que ce soit des mémoires vives, des supports de stockage ou de l'archivage, qui peuvent être donc des supports physiquement manipulables, ce qu'on appelle on-premise, ou alors qui peuvent être situés dans le cloud. Donc là, c'est l'informatique nuagique. Ces données, elles vont circuler, et dans les deux sens. Elles peuvent aussi bien ce qu'on appelle monter que descendre. Donc, elles vont circuler dans des réseaux physiques de communication. Donc, j'ai indiqué différents types de réseaux. Vous avez aujourd'hui du satellite, vous avez des antennes 4G ou 5G, vous avez du Wi-Fi, vous avez du réseau filaire plus traditionnel. Et puis, par un petit bateau, j'ai symbolisé un concept qui est fondamental, c'est le câble sous-marin. Parce que sans câble sous-marin, aujourd'hui, la connectivité mondiale n'existe pas. Et tout ça forme des réseaux dans lesquels vont circuler ces données. Et enfin, elles sont traitées, ces données, par des programmes qui s'exécutent sur des systèmes d'exploitation qui sont d'autres programmes. Et ces systèmes d'exploitation s'exécutent sur des matériels informatiques et aussi des matériels qui ne sont pas informatiques d'ailleurs. J'aurais pu élargir, j'ai représenté différents types à portée de monsieur tout le monde aujourd'hui, donc que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, des serveurs, et puis aussi sur des choses qui ne sont pas touchables, qui sont dans le cloud, mais qui de toute façon se ramènent à des matériels qui sont à peu près équivalents en termes de serveurs en tout cas. Mais on a aussi des matériels qui sont des matériels de santé. Il y a des automobiles. À peu près aujourd'hui, n'importe quel équipement entre guillemets high-tech, de toute façon, va presque comporter plus de logiciels que de n'importe quel autre composant qui va le constituer. C'est manifeste pour les voitures aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et in fine, ces données, elles sont malgré tout manipulées, vues ou générées par à la fois donc, des êtres humains, également des applications, des programmes, et puis le petit nuage avec toutes ces connexions, c'est pour symboliser les objets connectés, qui sont de plus en plus prépondérants, avec un nombre qui croît exponentiellement. Et d'ailleurs, il y a plus d'objets connectés aujourd'hui que d'habitants sur Terre, et ça n'est pas près de s'arrêter. Donc tout ça représente un peu l'écosystème, ce qu'on pourrait appeler l'écosystème autour des données. Alors, si on passe à la slide suivante, on va démarrer donc par le concept plus global, qui est la sécurité des données. Donc, en gros, ça correspond de manière très synthétique à ce tableau, à deux entrées, critères et risques. Donc, globalement, grosso modo, la sécurité des données, ça regroupe trois critères. Le premier, c'est la disponibilité. On attend des données qu'elles soient disponibles à l'instant où on a besoin soit de les générer, soit de les manipuler, soit de les stocker. Il faut que ces données soient disponibles. Les risques associés à ce critère, bien évidemment, c'est la suppression des données. Donc les données sont détruites, elles ne sont plus disponibles. Ou alors encore, ce qui est beaucoup plus à la mode, malheureusement, et qui, pareil, croît de manière exponentielle, c'est le risque du chiffrement, donc ce qu'on appelle les ransomware ou les rançongiciels. Donc là, la donnée existe toujours, mais elle a été chiffrée, et elle n'est accessible qu'à la personne ou le système qui dispose de la clé pour déchiffrer ces données. Le deuxième critère, c'est l'intégrité des données. Donc forcément, ça correspond au fait que les données ne doivent pas avoir été modifiées, également aussi qu'elles ne sont pas de façon partielle supprimées. Donc ça, c'est un critère qui est aussi essentiel à partir du moment où ces données ont pour vocation d'être manipulées et de servir une finalité. Et donc, le risque associé à cette intégrité, évidemment, à partir du moment où la donnée n'a plus cette aptitude à ne pas être altérée ou détruite, et d'ailleurs que ça soit lors de son traitement, de sa conservation ou de sa transmission. Voilà, donc, on a ce double risque. Le plus grave, et peut-être si on se restreint au sujet d'aujourd'hui sur les données de santé, le plus grave, c'est probablement la falsification des données. Et un exemple qui pourrait bien arriver, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement des jeux de données en vue du machine learning,
donc pour des systèmes d'intelligence artificielle qui doivent forcément se baser sur des jeux de données assez importants pour entraîner un modèle. Et donc, si ces modèles sont falsifiés, ça peut entraîner forcément des conséquences très graves sur les conclusions que va tirer ce modèle IA à partir de nouveaux jeux de données qui seront, eux, non falsifiés, mais qui du coup ne seront pas pris en compte correctement par le modèle. Ça, c'est un exemple typique pour faire une illustration simple, c'est que sur la reconnaissance de forme, on peut très facilement faire passer un chat pour un crocodile avec une simple modification mineure de l'image. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'empoisonnement du modèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a modifié, falsifié les données, on va mal entraîner un système informatique. Le dernier critère, c'est la confidentialité. Donc, évidemment, la confidentialité, c'est l'aptitude à n'être accessible qu'aux personnes dont l'accès est autorisé. Donc, on voit que la confidentialité, c'est en fait un des critères de la sécurité au sens large des données. Et le risque associé, bien évidemment, c'est la fuite et la divulgation. Donc ça, on en a des exemples assez fréquemment dans la presse. C'est le risque majeur pour des données dites personnelles et typiquement donc les données de santé. Et donc, par rapport à la sécurité des données, on a ce qu'on appelle une politique de sécurité du système d'information au sens large. Et donc, typiquement, vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence gouvernementale et qui est vraiment très performante, très efficace et très pédagogue aussi dans ses explications. Alors donc, si on détaille un petit peu plus la confidentialité des données, je ne vais pas revenir sur la définition qu'a donnée Patrick, mais globalement, voilà, le RGPD donne une définition qui est au sens large. Donc on voit qu'il y a quand même très synthétiquement des choses qui sont importantes, des concepts, la notion de santé physique ou mentale, la notion que c'est une santé qui peut exister dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Donc il y a le potentiel pour une donnée à devenir une donnée de santé. Et puis également, le fait d'être une donnée de santé par nature, par croisement avec une autre donnée ou par destination. Donc ça, c'est ce qui est vraiment à prendre en compte dans le sujet de la confidentialité des données et des données de santé. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc on a vu précédemment que le risque majeur par rapport à la confidentialité des données, ce sont les fuites, la divulgation. Et donc bien évidemment, l'enjeu, c'est que ces données ne doivent être accessibles qu'aux personnes autorisées. Et donc pour ça, si on se replace sur la slide suivante, sur un schéma un petit peu plus large, donc on fait une petite corrélation entre ce qu'on a vu précédemment. Donc tout à droite, on a là où les données sont stockées, donc un stockage physique ou bien dans le nuage. Donc là, potentiellement, il y a un risque que ces données puissent être observées. Donc c'est symbolisé par la petite loupe. Vous avez toutes les flèches qui représentent la circulation des données, donc sur des réseaux physiques. Et là aussi, il y a évidemment un risque que ces données soient interceptées et observées. Il y a le traitement, la manipulation de ces données par des applications, qu'elles soient sur une machine sous le bureau ou qu'elles soient dans le cloud. Là également, il peut y avoir un risque. S'il y a une compromission du système, du programme qui va manipuler ces données, on a un risque de confidentialité. Et puis, in fine, on a tous les intervenants humains qui sont amenés à travailler sur les données. Donc ça, c'est tout en haut des développeurs. Alors, développeurs au sens large, là au sens DevOps du terme, c'est-à-dire à la fois développeurs, mais aussi opérateurs système. Parce que l'implémentation concerne à la fois le développement des applications, mais aussi la façon dont on va architecturer et configurer les systèmes où vont tourner ces programmes. On a également des personnes qui sont donc plutôt des personnes dans le cadre des données de santé, des personnes médicales. On a également des personnes qui sont donc symbolisées par un Erlenmeyer qui fait des bulles, qui sont donc des chercheurs, qui sont des personnes qui ne sont pas directement peut-être en contact avec un patient par rapport aux données de santé, mais qui sont amenés à travailler sur ces données. Et puis le dernier petit bonhomme, qui est lui assez symbolique et qui est représenté beaucoup moins humainement, alors lui, il va regrouper toutes les personnes qui sont extérieures
à ce système, que ce soit dans son développement, sa conception, son utilisation et le fait de le nourrir en données, mais qui peuvent être amenés à intervenir dessus. Donc typiquement, un support informatique sur le système alors qu'il est en production, et toute autre personne de ce genre, qui peuvent se retrouver, dans le cadre de leur travail, à être en contact avec ces données. Donc tout ça sont des points d'attention à prendre en compte. Et alors j'en ai mis 2 particulièrement, qui sont là encadrés en vert. Donc la clé, c'est donc le concept, vraiment hyper important dans le cadre de la sécurité et de la confidentialité des données, c'est le chiffrement. Et puis le 2e cadre qui lui est en rouge, parce que c'est presque le mal absolu, c'est la clé USB. Parce que malheureusement ça arrive, et que la clé USB, c'est un vecteur à la fois de malware, donc de virus entre autres, et c'est un vecteur aussi de divulgation et de fuite. On a eu des exemples par le passé. Donc typiquement, quand il n'y a pas de chiffrement ou que ce sont des données déchiffrées qui vont être placées sur ces clés, une clé a vocation à être perdue, c'est son destin. Et là, c'est vraiment une source majeure sur la confidentialité des données. Et pour terminer rapidement sur la dernière slide, voilà un petit rappel. En synthèse, ce qui est important, c'est de se contenter des données nécessaires et suffisantes pour la finalité visée par le système. Rappelez vraiment comme un mantra, et c'est repris dans beaucoup de textes, y compris au niveau européen, que ce n'est pas parce qu'on a techniquement la possibilité de collecter et de stocker des données qu'on va le faire. Il n'y a pas de pour plus tard, ou non. On a d'abord une finalité et on va servir cette finalité. Ensuite, les accès, toujours vraiment se limiter à l'accès de la personne idoine aux données idoines, ni plus ni moins. Bien évidemment, le RGPD, ça c'est quand même une avancée majeure. Il y a la notion de certification hébergeur de données de santé, c'est crucial, mais ce n'est pas forcément suffisant. Le contrôle de la CNIL, qui est quand même en support, et qui est important et pertinent, et le support et le contrôle de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ils sont vraiment compétents, ils sont hyper compétents, et ils sont très pertinents sur ces questions-là. Merci beaucoup. Moi, l'objet de mon intervention, en fait, c'est de vous présenter le cas pratique du Health Data Hub, le HDH, comme un révélateur des enjeux qui vous ont été présentés et de différentes problématiques, parce que, vous allez voir, il pose plusieurs enjeux. Donc, rapidement, rappeler ce que c'est que le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub est un projet de centralisation de l'ensemble des données des patients français ou étrangers soignés sur le sol français, centralisés au sein d'une même plateforme à des fins de recherche. C'est un projet qui a fait suite, qui a été initié suite aux travaux réalisés par Villani sur l'intelligence artificielle, en santé notamment, et qui a été initié donc depuis 2018 environ. Voilà. Donc l'idée étant véritablement de constituer une forme d'entrepôt de données, mais à un niveau extrêmement centralisé, à des fins de recherche, pour que plusieurs personnes qui font des projets de recherche puissent utiliser les données de santé. Juste préciser à ce stade que, en fait, avant le Health Data Hub, la santé fonctionnait aussi par le biais d'entrepôts de données de santé à un niveau beaucoup plus local. C'est le cas, par exemple, si on pense à l'entrepôt des données de santé de la PHP. Donc ça, c'est le projet. Alors j'avais prévu de rappeler les enjeux autour des données de santé, mais ça a été tellement bien fait par mes prédécesseurs que je vais pas insister, mais rappeler quand même, c'est des données à caractère très sensibles, qui sont particulièrement protégées par le RGPD. Il y a par principe une interdiction de réaliser une collecte et des traitements à des fins de santé. Et en fait, c'est par exception que derrière, il y a tout un modèle avec des autorisations. C'est ce que vous expliquait tout à l'heure mon prédécesseur. Il y a aussi une obligation d'être certifié HDS lorsqu'on héberge des données de santé. Voilà. Bon, bref, il y a tout un régime juridique précis, détaillé, pour encadrer le traitement, la collecte des données de santé en ce qu'elles ont un caractère sensible et qu'elles peuvent entraîner des enjeux discriminatoires pour les patients dont les données pourraient être envoyées à n'importe qui. Donc, pour aller plus concrètement dans le cœur du sujet de ce qui nous intéresse, ce qui s'est posé comme problématique sur le Health Data Hub,
c'est plusieurs choses. Alors, d'une part, en fait, je pense que c'est important de le préciser, ce projet, normalement, donc, était en cours était en train de se mettre en œuvre, on a appris par le biais de sa directrice, donc Madame Stéphanie Combe, que la société Microsoft avait été prise. Donc, il n'y avait pas eu de procédure d'appel d'offres, mais avait été prise pour mettre en œuvre la solution technique, donc l'hébergement technique, la plateforme technique sur laquelle repose du coup ce recueil des données. Donc ça a été un premier élément qui a pu être soulevé comme étant problématique, le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres par plusieurs parties, plusieurs membres de la société civile. Et puis, en fait, le projet devait faire l'objet de plusieurs textes réglementaires parce qu'en fait, il s'intègre dans la modification de ce qui existait déjà, qu'on appelle le Système national des données de santé. Il y avait une modification de ce SNDS qui devait faire l'objet, suite à une loi, qui devait faire l'objet d'un processus, une implémentation réglementaire avec différents décrets qui, en fait, n'ont pas vu le jour, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui est intervenu avec la Covid-19. Et en fait, une des problématiques du Health Data Hub, c'est qu'on a utilisé le cadre juridique exceptionnel dérogatoire qui permet des pouvoirs exorbitants, notamment au ministre de la Santé, pour forcer, entre guillemets, la mise en place, l'implémentation du Health Data Hub, alors même qu'il n'y avait pas encore les dispositions réglementaires essentielles à sa légalité et sa mise en place. Donc ça, c'est un des premiers enjeux qui a soulevé pas mal de blocages et je pense qu'il est intéressant parce que c'est à mettre en lumière avec ce qu'on vous disait en termes de gouvernance tout à l'heure quand Patrick est intervenu. Donc je pense que c'est intéressant puisque du coup, on est sorti du cadre du droit commun pour développer, pour accélérer ce projet. Voilà. Donc, ça pose effectivement la question d'aller vite et de ne pas respecter un cadre réglementaire existant, alors même qu'on est sur des enjeux de souveraineté, puisque je vous l'ai dit, il y avait un hébergement qui était quand même, qui reposait dans les mains de Microsoft, qui est une société soumise au droit américain. Et là, je vais revenir, je vais vous préciser mon point, parce qu'en fait, je vais vous présenter une autre des problématiques, un autre des enjeux qui a été soulevé dans le cadre de ce projet. C'est notamment des doutes quant à la protection des données de santé et la compatibilité avec le RGPD, ce que vous a présenté tout à l'heure Mathieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a il y a eu courant juillet 2020 une décision de la Cour de justice au niveau de l'Union européenne qui a fait valoir, qui a un peu chamboulé le paysage juridique en matière de transfert de données de santé vers des États tiers lorsqu'on était dans le cas des États-Unis, parce qu'en fait, elle a invalidé ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui est le bouclier de protection des données, qui est en fait un accord négocié entre la Commission européenne et les autorités américaines qui permettaient, dès lors que les entreprises étaient sur ce bouclier de protection des données, d'avoir une forme de visa, de laisser-passer, de considérer que le traitement qu'elles pouvaient avoir vis-à-vis de ces données de santé était conforme au RGPD. Et donc, ce Privacy Shield a été annulé en juillet 2020 au regard de plusieurs risques juridiques qui ont été considérés comme tels par le juge de l'Union européenne, et notamment par la capacité des autorités américaines, notamment de renseignement, d'avoir accès de façon indiscriminée à l'ensemble des données, c'est-à-dire de pouvoir collecter en vrac auprès des prestataires soumis au droit américain qui seraient sur le sol européen et qui traiteraient les données sur le sol européen, d'avoir accès à l'ensemble de ces données. Et ça, c'est sur le... Plus en détail, mais je veux pas être trop technique. En fait, c'est sur le fondement de ces deux textes-là, qu'on appelle l'Executive Order et le FISA 702, que les autorités américaines, notamment le service de renseignement, peuvent avoir accès directement à ces données. On parle souvent du Cloud Act, mais il ne faut pas oublier aussi ces textes-là qui ont une force coercitive beaucoup plus importante. Et il y a eu toute une question autour du fait de savoir si
le fait que les données restaient sur le sol européen ou français était suffisant ou non pour empêcher effectivement un transfert et donc faire valoir que les risques juridiques n'existaient pas. Et en fait, ça, de toute façon, ça a été écarté dans le cadre d'un recours qui a été porté en référé liberté par un collectif d'associations, le collectif Santé Naton, dont était membre d'ailleurs l'UGICT CGT ici présente, puisqu'en fait, le juge a reconnu, dans le cadre de son ordonnance, que de toute façon, les effets extraterritoriaux du droit américain que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qui permettent à tout moment de demander, d'enjoindre une collecte, un ramassage massif des données, sans qu'il y ait véritablement de moyens juridiques par les entreprises soumises au droit américain pour s'y opposer, ne garantissait pas un niveau de conformité, d'adéquation avec le RGPD. Et en fait, le juge, donc ce collectif-là a monté cette action en justice et le juge a reconnu qu'on ne pouvait pas écarter ce risque-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la CNIL est intervenue dans le cadre de ce contentieux. Donc, c'était assez intéressant parce qu'on a eu un avis expert de cette commission. Et elle a fait valoir que les risques étaient majeurs et qu'ils se poseraient pour l'ensemble des entrepôts de données de santé qui ne relevaient pas d'un régime juridique européen ou français. Et notamment qui relevaient du coup d'un régime américain, parce que l'ensemble des pays tiers, il y a des pays tiers qui ont un niveau d'adéquation conforme au RGPD. Donc, suite à cette action-là, il y a eu des répercussions importantes sur le projet du Health Data Hub, puisque même si le juge n'a pas fait droit aux requérants dont était membre l'UGICT-CGT Santé Naton, il a quand même reconnu en substance qu'il fallait un changement d'hébergement technique et passer du coup d'une solution, à une autre solution dans les 12 mois. Suite à ça, il y a eu des prises de position intéressantes de la part du ministère de la Santé, mais également Cédric Haube qui, pendant même l'audience, faisait valoir qu'il allait avoir un changement de solution technique. Donc, c'était un peu bref, il se passait beaucoup de choses. On a eu aussi, pendant le recours, un arrêté du ministère de la Santé qui a interdit les transferts de données de santé dans le cadre du Health Data Hub sur le territoire américain. Voilà. Et puis, la CNAM a pris position plus récemment en refusant, dans le cadre des décrets réglementaires pour implémenter dans le droit commun le Health Data Hub, ce que je vous disais tout à l'heure, a pris position fermement en disant qu'elle refusait, parce qu'elle a été consultée, qu'elle refusait d'envoyer les données au sein du Health Data Hub au regard des risques existants. Néanmoins, au regard des risques liés aux effets extraterritoriaux du droit américain. Et donc, elle a dit qu'elle enverrait les données au goutte à goutte, en fonction des situations, et surtout dans le cadre du Covid uniquement. Parce que, juste pour préciser, comme on a utilisé le contexte, le régime exorbitant de l'état d'urgence sanitaire, ça veut dire qu'en fait, la solution du Health Data Hub n'est légale que parce qu'il y a l'état d'urgence sanitaire. Et dès lors que cet état d'urgence sanitaire et ses effets sont arrivés à échéance, de toute façon, sans les textes réglementaires, le Health Data Hub ne peut pas prospérer dans la durée. Donc, on a quand même une situation un peu de blocage avec plusieurs institutions, des collectifs militants qui se sont positionnés pour faire valoir les enjeux de gouvernance, les enjeux de préservation des données de santé. Et ça a quand même permis à ce que, en tout cas, ça fasse élever la question. Et aujourd'hui, là, récemment, c'est une petite actualité qui date d'aujourd'hui ou d'hier, je ne sais plus, on a appris que la stratégie nationale du gouvernement au niveau du cloud, dans le cadre de la présentation de sa stratégie nationale, le gouvernement a confirmé son engagement de sortir le Health Data Hub des serveurs de Microsoft et en fait d'implémenter la solution directement auprès d'hébergeurs français ou européens avec un processus de labellisation et des conditions juridiques. Donc, disons que je pense que pour l'association que je représente, Interop, qui est une des associations membres de ce collectif Santé Naton qui a porté le recours, c'est insuffisant, mais je pense que pour d'autres personnes, ce serait considéré qu'effectivement, une grande partie des risques sont écartés.
Donc ça, c'est les enjeux que je voulais soulever. Et juste, j'aimerais bien, si j'ai encore une minute, faire valoir aussi d'autres enjeux qui sont les enjeux de centralisation des données de santé, qui ont été largement révélés par le Health Data Hub, parce que dès lors qu'on concentre l'ensemble des données de santé de la population, donc je vous laisserai regarder, mais c'est des bases de données des pharmacies, c'est énorme. Ça veut dire que dès lors qu'il y a des attaques et des problématiques de sécurité, comme faisait valoir tout à l'heure Mathieu, on est dans une vulnérabilité totale face à ces enjeux-là, et ça expose du coup les données de santé des personnes à des dérives, à des risques majeurs. On l'a vu avec les révélations de Libération sur les 500 000 dossiers de patients qui ont été volés. Oui, il y a eu des failles de sécurité avec la société Dédalus. Donc bref, on voit bien qu'aujourd'hui, je crois que chaque jour, on compte un hôpital victime de cyberattaques. Donc on est quand même face à ces enjeux-là. Et le Health Data Hub pose aussi ces questions de la centralisation, alors même qu'avant le Health Data Hub, il y avait déjà de toute façon des solutions au sein des hôpitaux, hébergées par les hôpitaux, dans le cadre de leurs entrepôts de données. Voilà. Donc c'était à un niveau décentralisé. Et pour finir, juste aussi, je pense que quand on pense aux enjeux de données de santé, il faut penser aussi à l'open source, qui est le fait d'ouvrir le code, c'est-à-dire de donner une transparence sur comment on traite les données de santé. C'est-à-dire que, notamment l'association que je défends, Interop, elle a, en fait, ce qu'elle promeut, qui est, je trouve, assez intéressant, et c'est pour ça que j'en parle maintenant rapidement, c'est qu'en fait, effectivement, il faut un cadre de confidentialité strict sur les données de santé, c'est-à-dire qu'on ne transige pas avec leur aspect confidentiel, le fait que derrière, il y a le secret médical et qu'elles doivent être chiffrées, elles doivent être sécurisées au maximum. Par contre, ce qui est du code source, c'est-à-dire comment fonctionne la machine, et comprendre du coup leur traitement, là, ils prônent plutôt une transparence. Et d'ailleurs, l'ANSSI évoque que l'open source est aussi une solution intéressante. Ça fait suite aussi au rapport récent de Botorel et la commission Botorel sur ouvrir les codes, notamment dans les administrations. Donc, je vous invite aussi si ça vous intéresse, à regarder tout ça. Et du coup, ça permet aussi de garantir un cadre de transparence et une gouvernance démocratique, comme disait tout à l'heure Patrick. Je crois que c'est une démocratie sanitaire, il a évoqué ce mot-là. Donc, on voit bien que tous ces enjeux, pour clôturer mon intervention, sont révélés par le Health Data Hub, des enjeux autour de l'open source, la centralisation, les aspects juridiques et notamment la protection des données de santé, et puis les enjeux de gouvernance, parce qu'on voit bien, et ça a été rappelé très bien par Patrick tout à l'heure, que les intérêts commerciaux autour des données de santé sont réels, elles valent de l'or. Je vous invite aussi à regarder le reportage sur France 2, Cache Investigation, qui est déjà paru, qui montre bien à quel point elles ont une valeur importante, et leur assurer un cadre éthique et protecteur est essentiel pour garantir une démocratie sanitaire, pour citer Patrick. Merci. Merci. J'ai posé quelques questions sur le chat parce qu'effectivement, nous sommes très mobilisés au CHU de Toulouse sur toutes ces questions. Nous rencontrons donc de très nombreuses difficultés. Tout ce que vous avez dit nous parle énormément. La transparence n'est pas à l'ordre du jour. Il y a des enjeux énormes puisque de plus en plus, les solutions de mutualisation de moyens dans le cadre des GHT, mais on nous parle de périmètres toujours plus grands. On en est à la région, puis on va passer au national, on voit bien avec le Health Data Hub. Donc, nous avons ces problématiques qui se multiplient. Et ma question, elle est pratico-pratique. C'est aujourd'hui comment on peut travailler ensemble sur ces questions-là, parce que nous, on essaye d'être très actifs localement. On a par exemple saisi la CNIL sur le fichage des gilets jaunes dans le cadre des mouvements de l'année dernière. Il semblerait que la CNIL ferme les yeux là-dessus. Dans un contexte de crise épidémique qui peut-être ne donnait plus cette… il y avait d'autres priorités, donc il y a des choses qui sont difficiles, mais voilà, il faut faire avec. Mais du coup, on se sent un petit peu démuni et les enjeux sont là. Donc, il y avait un petit levier, c'est la question du consentement. Aujourd'hui, dans le cadre de l'intelligence artificielle,
on nous dit qu'il y a des transferts massifs de données au Health Data Hub. On essaye de s'y opposer. À aucun moment, on ne nous a posé en tant qu'utilisateur, en tant que patient du CHU, on ne nous a demandé notre consentement pour que nos dossiers puissent être lus par l'intelligence artificielle. Question pratique, que peut-on faire? Question UGICT, comment on peut ensuite, au sein de la CGT, travailler ensemble? Comment on peut essayer d'avancer? Voilà, j'arrête là, merci. Il y a deux approches, il y a l'approche technique et puis l'approche technique étant toujours la plus simple, mais toujours la plus mal implémentée. Et puis il y a l'approche qui te concerne toi directement, Juliette. Et je pense que c'est la plus importante. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Très rapidement, techniquement, je pense que l'idée, c'est qu'on se base sur la pseudonymisation et le chiffrement des données. Et en partant de ce principe-là, sachant que la pseudonymisation est perfectible, même s'il y a des groupes de travaux, notamment entre la CNIL et l'Europe là-dessus, je pense que dans l'implémentation, on part du principe qu'avec cette pseudonymisation et ce chiffrement, il n'y aura jamais de souci. Toute la question, et on en revient à ce qu'on a pu dire précédemment, c'est qu'à un instant T, qui accède à quoi et dans quel but. Voilà. Mais techniquement, on a toutes les briques pour faire les choses correctement. On reste à les implémenter par les bonnes personnes et dans le bon ordre. Oui, après, moi, justement, sur cet aspect technique, je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais je suis pas non plus technicienne, mais justement, j'ai l'impression, j'entendais parler tout à l'heure de Doctolib, et moi, je suis intervenue dans le recours qu'on a porté, j'ai porté pour plusieurs associations contre Doctolib, donc la question est intéressante. C'est qu'on a tendance à mettre tout sous couvert de chiffrement et à confondre le chiffrement à un moment HTTPS qui existe, c'est-à-dire un canal sécurisé par rapport à des personnes qui voudraient accéder de l'extérieur, et le chiffrement de bout en bout, qui lui est le chiffrement, en tout cas la méthodologie la plus sécurisée à l'heure actuelle, qui est celle qui garantit que les deux seules personnes qui ont accès au message et qui peuvent le lire sont l'émetteur du message et le destinataire, c'est-à-dire le médecin quand il envoie par exemple un document sécurisé sur une plateforme, et le patient. Et c'est-à-dire que sur la chaîne des intervenants, que ce soit la personne qui a le logiciel ou en tout cas les prestataires qui ont les serveurs sur lesquels sont installés les logiciels, quand ce n'est pas du chiffrement de bout en bout, ça veut dire qu'à un moment, l'information, elle est pas chiffrée totalement. Donc, ils peuvent avoir accès à l'information dès lors qu'ils mettent en place ces solutions-là. Donc, et la problématique importante, mais tu me dis, enfin, je me trompe sans doute, Mathieu, peut-être, hein, c'est que le chiffrement de bout en bout aujourd'hui est une méthode qu'on ne peut pas mettre à grande échelle et qui est développée, qui se développe, mais en tout cas qui est assez coûteuse en termes techniques. Et dès lors qu'on utilise une solution importante, par exemple la solution Doctolib, il n'y a pas de chiffrement de bout en bout qui est fait systématiquement. Il est fait pour les envois de documents, mais il n'est pas fait pour toutes les informations qui sont recueillies sur la plateforme Doctolib, même si voilà, ça a fait l'objet de débats, il y a eu un contre-argument, enfin bref, voilà, il y a eu plusieurs échanges, mais en tout cas, à ce stade, dans l'état des connaissances scientifiques, moi je crois que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'est la problématique. Juste sur la pseudonymisation, il y a aussi un problème de réidentification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des données qui sont pseudonymisées, quand on les croise, au bout de 5 à 6 croisements, on peut retrouver précisément en fait presque la personne en croisant la localité, le sexe, la date de naissance. Et donc, même si on n'a pas son nom, prénom ou son numéro de sécurité sociale, au bout d'un moment, on le retrouve. Et ça, de toute façon, je pense que les personnes qui font de la big data en santé le savent, et c'est aussi un des enjeux qui fait que les données de santé ont une valeur économique, clairement. Voilà. Et juste pour Patricia, pour répondre à la question de façon plus globale, je pense qu'il faut jouer son rôle de vigie de la démocratie pour préserver les données de santé. Il ne faut pas hésiter effectivement à faire valoir ses droits, à saisir les autorités compétentes pour signaler des dysfonctionnements, des problématiques. Enfin, je pense que c'est comme ça aussi qu'on s'oppose et qu'on garantit un traitement des données conforme à l'éthique, au RGPD, etc. Donc, très bien si vous faites ça, mais je sais que c'est compliqué. Et du coup, sur ce que tu dis, le chiffrement de bout en bout, en fait, on est complètement d'accord parce que l'exemple que tu décris, il y a un défaut d'implémentation. Et que voilà, on n'a pas fait les choses de bout en bout, c'est le cas de le dire. Et par contre, voilà, tu as tout à fait raison sur le fait que si on veut vraiment faire les choses à fond
et les faire parfaitement. On a les briques, mais ça a un coût en matériel. Moi, je pense notamment aux derniers systèmes, c'est ce qu'on appelle le HSM. Donc, en fait, ce sont des boîtiers, c'est des Hardware Security Modules. Thales, anciennement Gemalto et Thales, en commercialisent, en fabriquent et en commercialisent. Donc, ce sont des boîtiers qui sont inviolables, dans lesquels sont stockées les clés de chiffrement, déchiffrement. C'est-à-dire que si vous essayez d'y accéder physiquement, la machine le détecte et va détruire les clés, ce qui rend donc les données indéchiffrables. Et ce sont des machines dans lesquelles ont lieu toutes les opérations de chiffrement, déchiffrement. Donc, ce qui multiplie le transit de données, mais sur des canaux a priori qui sont sécurisés et qui vont garantir qu'on n'a pas ces données qui vont se balader. Mais ça a un coût à la fois matériel, parce que c'est du matériel vraiment de pointe, et ça a un coût humain parce qu'à nouveau, il faut l'implémenter correctement dans une architecture. Et juste, si je peux compléter ce que tu dis, parce que je te rejoins. Après, on arrête, on veut vous laisser la parole. En fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le HSM, les clés de chiffrement, déchiffrement qui sont stockées à des endroits. La problématique est toujours qui détient ces clés de chiffrement. Exactement. Et effectivement, qui les a produites, parce que la personne qui produit les clés de chiffrement, mais qui ne les détient pas, de toute façon, elle peut les déchiffrer à un moment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça pose des enjeux de gouvernance, en fait, même Exactement. dans l'infrastructure de sécurité. Exactement. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Techniquement, on peut faire, mais la gouvernance, c'est l'alpha et l'oméga du sujet. Ouais, exactement. Et sur le SDATUP, justement, c'était une des questions qui était posée, c'est qu'il y avait tout un système de key vault avec des clés chiffrées, mais elles étaient détenues par Microsoft. Donc, en tout cas, c'était un des arguments qu'on s'est valoir. Ouais, et justement, alors ça, parce qu'en fait, ça, c'est ce qui vient complètement, c'est antagoniste au business model d'une boîte qui a vocation à vendre des services d'hébergement et qui donc justement ne veut surtout pas pouvoir de près et de loin être mêlé à un scandale de divulgation des données, mais qui malgré tout se retrouve confrontée au fait qu'elle appartient à un certain pays et qu'elle est donc de droit de ce pays-là, donc les USA, on ne peut pas le nommer. Mais oui, le grand principe aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelles que soient les sociétés, parce que bon, on parle de Microsoft parce que c'est la boîte qui a été choisie, la problématique va rester la même si on prend Amazon, Alibaba, j'en passe et des meilleurs, à partir du moment où ce sont des sociétés qui ne sont pas de droit européen. Et la seule parade à l'heure actuelle qu'elles ont trouvée pour s'éviter justement d'éventuelles complications juridiques et de devoir divulguer des données de leurs clients et donc perdre du business, c'est de ne surtout pas s'occuper de la question des clés. Ce qui veut donc dire que d'autant plus, il y a une question de gouvernance hyper importante parce qu'à un moment, oui, qui les génère, qui y a accès. Et donc, voilà, c'est toujours le même problème. Et je crois qu'il y a eu des questions dans ce sens dans le chat, de dire que si on se retrouve dans un système où tout le monde a accès à tout, ça ne sert plus à rien de chiffrer, autant s'épargner cette peine. À défaut de pouvoir entendre Catherine Gouin, j'essaie de relayer les deux questions qu'elle a posées. La première qui concernait le traitement des données par les organismes complémentaires d'assurance maladie, avec une question sur la différence ou pas entre le traitement des données de santé dans le cadre de contrats collectifs et dans le cadre de contrats individuels. Il y avait une première question autour de ça. Et puis une autre question aussi en fonction des statuts. Est-ce qu'il y a une différence en fonction du statut des opérateurs entre les assureurs et les mutuelles, avec son témoignage disant qu'il y avait aussi des questionnaires de santé qui étaient demandés. Donc ça, il y avait une question autour de ça. Je la renvoie peut-être plutôt. Je suggère en tout cas que Patrick cherche à répondre à cette question-là. Il y avait une autre question qui était un peu liée d'une certaine manière, c'est les recours qui pouvaient exister dans le cadre de données qui auraient été piratées. Et là, j'ai vu que Juliette voulait répondre. Donc peut-être Patrick sur la première partie de la question, sur la première question, Juliette sur la seconde, et Mathieu évidemment, en joker si besoin. Voilà. Sur la question qui est posée concernant les données de santé et les mutuelles, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas de données de santé. Je veux dire, ce qu'on reçoit, nous, c'est les flux qui nous proviennent de l'assurance maladie. Donc, c'est des données qui sont codifiées. Donc, c'est-à-dire qu'on a des groupes d'actes
Et donc, on n'a pas de visibilité sur la pathologie de nos adhérents, quoi. Donc, ça, on ne le voit pas. Nous, on connaît l'état civil et on connaît, on a des éléments codifiés qui nous permettent de liquider des prestations. Alors, certes, il y a des choses qu'on va connaître un peu. On sait si la personne est allée chez un opticien ou si elle est chez l'orthopédiste. Mais derrière, quand il va chez un médecin, on ne connaît pas, on ne connaît pas sa maladie, quoi. Donc, je veux dire, et ça, c'est pour toutes les complémentaires santé, puisque ce qu'on reçoit, nous, c'est le flux de la sécurité sociale, soit via les réseaux sécurisés, soit via des factures de remboursement, et c'est là où on peut avoir peut-être plus d'informations pour des choses qui ne sont pas nomenclaturées de nos adhérents, ou soit via les demandes de remboursement des professionnels de santé. Mais donc, on n'a pas, je veux dire, on n'a pas la connaissance de la maladie de nos adhérents, quoi. Donc, voilà. Donc ça, je crois que là-dessus, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près la même information qu'à l'adhérent quand il regarde sur les comptes de sécurité sociale. Voilà, c'est cette information-là qu'on a. Donc, on n'a pas autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'est peut-être important de le repréciser. Après, je veux dire, en France, le questionnaire de santé pour une complémentaire santé est interdit, quoi. Donc, normalement, je ne pense pas qu'une assurance aujourd'hui, il y a des mutualistes qui sont là qui vont peut-être me le confirmer ou m'infirmer, je ne sais pas, mais je veux dire, on est encore dans un endroit où on interdit le questionnaire de santé pour une couverture maladie. Donc le questionnaire de santé, où il y a eu tout le débat autour des banques et des prêts, mais sur l'assurance complémentaire santé, en tous les cas en mutualité, c'est formellement interdit. Le code de la mutualité l'interdit. Donc la sélection est interdite. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on soit… je trouve que le débat est intéressant, et ce qui est compliqué, c'est comment dirais-je, il y a un vrai enjeu sur les données de santé, mais en même temps, j'ai envie de dire que des fois, il ne faut pas se faire plus peur que nécessaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui circulent qui ne sont pas forcément des données de santé. Je renvoie, moi, quand même à la définition du RGPD. Qu'est-ce qu'une donnée de santé ? Voilà. Est-ce qu'un rendez-vous sur Doctolib, c'est une donnée de santé, quoi? Donc, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Le fait de prendre rendez-vous chez un médecin, est-ce que c'est une donnée de santé ou pas? Quand on prend rendez-vous chez le médecin, on n'a aucune information sur l'état de santé de la personne. On sait juste qu'elle est chez le médecin. Donc, il y a peut-être là aussi à clarifier peut-être ce qu'on met derrière la donnée de santé, me semble-t-il. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu, mais il faut pour moi, l'enjeu, c'est le fait que nos données sont personnelles, donc il faut qu'on donne l'assentiment pour pouvoir les communiquer. Et l'autre enjeu, à mon avis, il y a un enjeu industriel sur où elles sont stockées, qui gère, je veux dire, est-ce que c'est un service public, est-ce que c'est des entreprises privées, est-ce que c'est des entreprises privées de droit national, de droit européen, de droit américain. Donc, il y a un enjeu sur la transparence, quoi. Qui décide de ce qu'on met dans ces serveurs et qu'est-ce qu'on décide, et qui décide de ce qu'on en fait. Donc, je pense qu'il y a un enjeu démocratique, il y a un enjeu industriel et de souveraineté, voire de service public quelque part. Alors, avant de repasser la parole peut-être à Juliette, je voulais simplement préciser une chose, d'abord faire le lien entre ce que disait Patrick et Mathieu tout à l'heure, qui parlait d'informations nécessaires et suffisantes. Je crois que c'est le terme qui était utilisé. Les données de santé, elles ont vocation, et notamment pour les organismes complémentaires d'assurance maladie, à récupérer les informations, et la Sécu d'ailleurs, ça s'applique de la même manière, à récupérer d'une certaine manière le strict nécessaire. En tout cas, c'est ça la logique. Après, on peut observer des dérives, mais la démarche principale, c'est celle-là. Le deuxième point que je voulais peut-être préciser, c'est le fait qu'il y ait eu historiquement, et je parle sous le contrôle des plus aguerris que moi, une bataille politique pour assurer l'interdiction des questionnaires de santé pour les complémentaires santé. Ce n'est pas une pratique qui est universelle. Il y a d'autres pays dans le monde dans lesquels il y a des questionnaires de santé pour pouvoir rentrer dans une complémentaire santé.
pour pouvoir adhérer à une complémentaire santé. Et en fonction des réponses, eh ben, on met plus ou moins on augmente le montant de la prime, puisque c'est comme ça qu'on le dit. En France, il y a eu une bataille politique menée notamment par la mutualité pour obtenir que les questionnaires de santé soient interdits dans le cadre des contrats complémentaires. Et le code de la mutualité est, comme le disait Patrick, que je sache en tout cas assez explicite dans ce domaine-là. Voilà, pardon, je voulais simplement redonner cette précision-là. J'ai vu la réaction de Catherine disant que ça correspondait pas, ce que disait Patrick ne correspondait pas à la réalité qu'elle connaît. Donc, je crois comprendre qu'il y a une problématique de questionnaires de santé qui sont demandés dans certaines assurances, visiblement. Je sais que c'est le cas pour les prêts immobiliers, par exemple. En matière de santé, encore une fois, dans le monde de la mutualité, je crois que ça n'est pas le cas. Je pense qu'il faut qu'on fasse la distinction entre la prévoyance et la complémentaire santé. Je pense que des fois, dans les contrats collectifs, le contrat collectif il peut être sur la complémentaire santé ou sur la prévoyance. Et donc là, on peut avoir un questionnaire de santé. Et puis, alors, je repasse la parole à Juliette à l'instant. Je pose juste une question à la cantonade parce que ça fait 2 fois que la question se pose dans le chat et dans les questions sur la place des GAFA là-dedans. Dans les questions, on a une question sur Apple qui récupère beaucoup d'informations avec des applications diverses et variées. Et puis, dans le chat, on a aussi une question sur les GAFAM et Google, je crois d'ailleurs en particulier, Google Santé, qui travaille sur le sujet. Peut-être, je redonne la parole tout de suite à Juliette sur les 2 questions que j'ai évoquées tout à l'heure et peut-être Mathieu après sur le rôle des GAFA et la place qu'ils entendent prendre sur ce sujet-là. Merci. Moi, j'aimerais juste, en fait, je ne suis pas d'accord avec Patrick sur son interprétation juridique de données de santé. Et je pense être rejoint en ce sens par à la fois le RGPD, la lecture du RGPD, ce que dit la CNIL et ce que dit l'Ordre des médecins. C'est-à-dire que est une donnée de santé aujourd'hui, toute donnée qui donne une information directe ou indirecte, enfin directement ou indirectement sur l'état de santé de la personne. Donc un rendez-vous, je veux dire, quand on va voir son oncologue, son gynécologue, ça donne quand même des informations de santé. Et de toute façon, si vous allez sur le site de l'Ordre des médecins et de la CNIL, on considère bien que les rendez-vous sont des données de santé. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans le cadre de l'audience du Conseil d'État sur Doctolib, déjà, ils ont précisé que c'était que les données, les prises de rendez-vous dans le cadre de la politique de vaccination. Mais de toute façon, à mon sens, c'est un non-sens juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas conforme à l'interprétation et à la définition même de la donnée de santé par le RGPD. Et en plus, si on reprend cet exemple-là, on était de toute façon sur des données qui donnaient une information directement sur l'état de santé de la personne parce qu'on savait si elles étaient vaccinées ou non. Mais en plus, en les croisant entre elles, on pouvait savoir si les personnes étaient prioritaires, notamment parce qu'elles avaient été voir plusieurs fois tel ou tel médecin. Et du coup, ça donnait une indication entre le moment de la vaccination plus le croisement de tous les rendez-vous de tous les rendez-vous médicaux qu'elles avaient pu avoir préalablement sur leur compte Doctolib. Du coup, on avait une information hyper précise. Et ça, en big data, c'est très simple en fait. Voilà, je vous invite encore une fois à regarder le reportage d'Élise Lucet. Et juste, effectivement, je pense que c'est très important que les mutuelles se soient mobilisées pour interdire les questionnaires de santé pour les complémentaires santé, mais j'allais préciser qu'effectivement, malheureusement, à ce stade, pour les prêts immobiliers, ce n'est pas le cas et qu'il y a énormément d'assurances, j'en ai vu, qui demandent des tests HIV, des tests cardiologiques, etc. Et alors là, récemment, j'ai eu un exemple où je me suis demandé s'ils n'avaient pas de toute façon eu accès aux données de santé de la personne, parce qu'ils lui demandaient précisément les tests sur ces pathologies. Donc, je trouvais ça assez étonnant. Après, peut-être pas, et c'est peut-être le hasard, mais c'est vrai que c'est problématique, effectivement, parce qu'on rentre dans la vie privée de la personne et dans son droit à avoir un secret médical absolu. Et du coup, c'est un peu complexe. Mais voilà. Et juste pour la question, alors... la question c'était s'il y a effectivement une problématique de sécurité, de piratage, il faut absolument déposer une plainte pénale. Alors signaler les choses à la CNIL, c'est plutôt les failles, mais s'il y a du piratage, il faut aller, à mon sens, directement au pénal. Il y a énormément de dispositions du RGPD qui donnent lieu à des sanctions pénales. Tout simplement, les personnes ne les connaissent pas encore. Le RGPD est un texte récent et il y a beaucoup de matière à faire. Donc, je pense qu'il est important aussi de signaler les choses s'il y a du cyber
enfin des cyberattaques, voilà. Et c'est tout. Et sur ce que vous disiez sur Apple et Siri, je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu plusieurs révélations de la part de lanceurs d'alerte, des écoutes Apple récemment. Je vous invite à regarder les articles d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Thomas Le Bonnier, si ça vous intéresse. Voilà, j'arrête pour mon point. Merci. Mathieu, peut-être pour rebondir sur ce sujet GAFAM et leur position sur les sujets de données de santé. Donc, on avance un peu sur la distinction entre les contrats de santé, les contrats complémentaires santé, pardon, les contrats prévoyance et les contrats immobiliers. Juliette le disait à l'instant, où effectivement c'est une demande courante des assureurs privés lucratifs. Hein, je les distingue bien, les assureurs privés lucratifs, des mutuelles. Et avant de passer simplement la parole à Mathieu, je dis juste à Patricia et Patrick que j'ai bien vu leurs mains levées. Et donc après Mathieu, je leur repasserai la parole pour une petite série de questions. Voilà. Mathieu, sur les GAFAM, si tu veux bien. Sur les GAFAM, et puis plus généralement, on va mettre les BATX, leur pendant chinois, dans la balance. Il faut découper, je pense, en deux catégories, c'est-à-dire les sociétés dont clairement le business model est basé sur les données de leurs utilisateurs. Donc là, on est plutôt sur Google, Apple, Facebook, et plus Google et Facebook que Apple, mais Apple quand même. Et puis les sociétés qui ont pour vocation à vendre des ressources informatiques. Donc là, on est plutôt sur Amazon et Microsoft, Amazon ayant quand même cette dualité entre sa partie commerce en ligne et puis sa partie informatique. Mais bon, aujourd'hui, c'est la partie informatique qui est clairement prépondérante pour elle. Ces deux sociétés-là, elles ont pour vocation à vendre des ressources informatiques, hein, donc de l'hébergement, du temps en CPU pour exécuter des applications et des programmes complexes. Et elles sont beaucoup moins basées sur la commercialisation des données de leurs utilisateurs. Après, on peut toujours se poser tout un tas de questions, envisager que malgré tout, des jeux de données, ça sert à entraîner des intelligences artificielles. Le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas, tout est possible. Malgré tout, voilà. Donc, si on en revient aux fondamentaux, et ce qui est clairement déclaré, c'est que Google et Facebook, à partir du moment où c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Donc, de toute façon, ils ne s'en cachent pas. C'est dans leur contrat d'utilisation. Vos données leur appartiennent. Après, pour les autres, c'est plus le fait de vendre des services. Mais bon, de toute façon, voilà, le sujet là-dessus, on en revient toujours au même point. Et a fortiori, dans la question des données de santé, c'est la question de la gouvernance. C'est ça qui est fondamental. Alors, j'ouvre la parole pour Patricia. Oui, merci. Voilà. Juste, je rebondis aux réponses qui m'ont été faites tout à l'heure. Effectivement, il y a des solutions techniques. Le principal problème que l'on rencontre, c'est finalement comment on les utilise. Plusieurs exemples. Il y a bien des matrices pour définir des habilitations, sauf qu'on se rend compte qu'il y a des violations de dossiers médicaux. On voit également que sur l'hébergement des données de santé, aujourd'hui, de plus en plus de solutions extérieures. En cas de piratage, il faut couper le lien entre tout ce qui est extérieur et tout ce qui est intérieur. Finalement, on ne pourra plus travailler. Donc, ma question, c'était, je sais bien qu'on n'a pas tous une baguette magique, mais la vigilance, on l'a. Mais à un moment donné, c'est comment on va pouvoir trouver des leviers pour peser sur certaines décisions. Et donc, je reviens avec ma question sur le consentement. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre de la crise sanitaire, ils veulent transférer des données nombreuses de santé au Health Data Hub. Et moi, je suis patiente du CHU, je n'ai à aucun moment été consultée sur mon consentement. Donc, à titre personnel, j'ai demandé à ce que mon opposition soit formalisée. Mais en attendant, je me pose la question de savoir comment on peut agir pour que si tout un chacun veut laisser partir ses données, que son dossier médical soit consulté, etc., ça appartient peut-être à chacun. La question du consentement, et après, c'est la question comment nationalement, au niveau de la CGT, on peut travailler sur comment peser sur la société civile sur des questions qui sont quand même importantes. Merci. Merci. Patrick Ozenda.
Oui, je ne veux pas plagier ce qui a été dit par Maître Alibert, mais par rapport à ce que tu disais, Patrick, tu vois que quand j'ai émis des réserves sur Doctolib, une des raisons pour lesquelles, en tant que gestionnaire de centre de santé, on a choisi de ne pas passer par Doctolib pour les prises de rendez-vous, c'est parce qu'il y a un certain nombre de gestionnaires de centres de santé mutualistes qui ont eu beaucoup de mal à récupérer les fichiers parce que Doctolib se les est appropriés. Je ne veux pas être parano, mais aujourd'hui, je dis, nous n'avons aucune garantie sur l'utilisation qui est faite des fichiers de prise de rendez-vous des adhérents dans nos centres de santé, mais qu'ils soient mutualistes ou non mutualistes, puisque les centres de santé sont ouverts à tout le monde, et éventuellement par l'achat par certaines entreprises des habitudes de consommation ou de fréquentation médicale de certains adhérents s'il y a des besoins de la part de certaines entreprises ou même de certains GAFA. Je t'avoue que je n'ai pas du tout confiance et que je suis encore plus méfiant maintenant qu'ils servent de porte-parole au gouvernement pour dire enfin, grâce à Doctolib, vous avez accès à toutes les prises de rendez-vous nécessaires sur le territoire. Doctolib était en concurrence avec un autre opérateur du style qui s'appelait Mon Docteur. Il les a bouffés. Aujourd'hui, ils commencent à avoir une position de quasi-monopole et je te garantis que j'étais déjà très méfiant vis-à-vis d'eux, mais moi, je continue à penser qu'on n'a aucune garantie sur l'utilisation qu'ils vont faire des données de santé dont ils disposent. Il y a un secteur qu'on n'a pas abordé et j'avais déjà assisté à une réunion. Et un secteur qui, malheureusement, on peut rien faire, c'est tous les équipements médicaux qu'aujourd'hui qui fonctionnent sur un système d'exploitation qui est un peu vieillissant sur Windows XP, sur Windows 7, où il n'y a pas du tout de sécurité, il n'y a pas de mise à jour et autres. Et ça, effectivement, je pense qu'on parle de Doctolib, on parle de ça, mais je vois qu'on ne parle pas de choses plus terre à terre, c'est-à-dire vous passez une radio, vous passez n'importe quelle analyse. Maintenant, dans pas mal d'hôpitaux, tout ça est interconnecté. Et du coup, on a vu, il commence même à avoir des morts officielles dues à des attaques, à des hacks de pirates russes. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parlez de porter plainte, tout ça, oui, enfin non, parce que de toute façon, toutes les attaques, elles sont issues de pays où on ne peut rien faire. Hein, donc, je ne vois pas à quoi ça sert de porter plainte. C'est peine perdue, hein, comme dans toute affaire d'Internet. Hein, de toute façon, hein, ils sont dans des pays où ils sont protégés. Donc ça, voilà, une petite parenthèse. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, pour avoir assisté à des réunions à ce niveau-là, c'est que tous ces équipements d'analyse, et il y en a de plus en plus, hein, comme on peut voir effectivement les cabines interconnectées, etc. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire de mise à jour, parce qu'à partir du moment où vous faites une mise à jour, vous pouvez casser la machine. Disons que l'analyse médicale que fait la machine, elle n'est pas garantie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un patch de sécurité sur ce type de machine, il faut la revalider, la mettre sur un banc de test, etc. Et ça, je voudrais qu'on m'explique comment on peut pallier à ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de solution, quoi. Mais avant de parler de grandes choses comme ça, c'est vrai que tout ce matériel informatique ce matériel médical qui est interconnecté aujourd'hui, comment on fait pour le protéger? On ne peut pas, quoi. Je veux dire, autant un poste informatique, on peut faire des mises à jour dès qu'on voit une faillite de sécurité, on la comble, etc. Un smartphone, enfin tout ce qui est équipement mobile, d'accord. Mais les équipements médicaux, il faudra qu'on m'explique comment on peut faire. Hein. Effectivement, les équipements médicaux présentent de grandes faiblesses parce qu'ils ne sont pas conçus pour être mis à jour. Donc, ils sont toujours sur des systèmes vieux et pas patchés. Après, malheureusement, la problématique en milieu hospitalier, elle dépasse même le cadre des équipements, puisqu'il y a des hôpitaux qui se font hacker par les microcodes, les firmware de la climatisation. Donc, c'est un concept global, hein, de vraiment penser l'implémentation. C'est ce qu'on appelle la sécurité
par le design, c'est-à-dire que c'est à la conception de tous les équipements et des interactions entre les équipements qu'il faut penser la sécurité. Et on en revient donc à la question d'implémentation et donc de la gouvernance. C'est toujours... je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que on peut remonter le temps et trouver des interventions, des allocutions, des conférences sur le sujet. On en revient toujours au même problème. Voilà. La sécurité, c'est vraiment tous responsables, à la fois les concepteurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Et donc, tant qu'il n'y aura pas, dans le cadre des données de santé, une gouvernance qui soit vraiment cohérente et de bout en bout sur ces sujets-là, entre toutes les parties prenantes, il y aura toujours des problèmes. Écoutez, pareil, je n'ai pas grand-chose à ajouter, simplement que, en tout cas, je trouve que c'est des sujets tellement sensibles qu'effectivement, c'est bien de voir que ça suscite des intérêts et ça pose effectivement énormément d'enjeux. On l'a vu, gouvernance, sécurité, confidentialité, des enjeux politiques, voilà, donc des enjeux juridiques. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mais en tout cas, c'est un des sujets phares de la CNIL là, pour l'année qui arrive. C'est sa priorité, les données de santé. Donc on voit bien que c'est tout à fait dans l'air du temps et c'est important en tout cas, à mon sens, de mettre en place des garde-fous pour justement garantir le droit à la vie privée et à la protection des données de santé et donner tout son sens au secret médical. Merci. Ouais, peut-être pour conclure rapidement, ce que peut-être j'ai envie de dire, c'est que les questions autour des données de santé renvoient en fait à un débat peut-être plus large, plus fondamental, qui est la question de la spécificité du risque santé. Donc, c'est la crise sanitaire que nous venons de traverser nous rappelle combien les questions de santé ne peuvent pas être laissées à la seule régulation de la main invisible du marché. Donc, on l'a vu avec le débat autour des vaccins, des brevets, ou encore de leur production ou de l'accessibilité de ces vaccins à l'ensemble de la planète. Et donc, je pense qu'il faut que le risque santé doit, dans son ensemble, dans sa plus grande vision, échapper à cette logique de l'offre et de la demande. Et en fait, j'ai envie de dire que la santé ne peut pas se réduire à une matière assurable, tout comme nos données de santé ne peuvent pas se transformer en ressources monnayables et lucratives. Donc, je crois qu'il y a une question en fait, de fond sur cette spécificité du risque santé et sur comment on sanctuarise quelque part ce risque-là pour ne pas en faire un business et que ça en soit vraiment un objet de démocratie, quoi. Merci. Alors, juste pour essayer de rassembler quelques idées, moi j'ai appris quand même quelque chose dans ces échanges, quelques éléments. Je dis en vrac et sans être évidemment exhaustif, sans avoir une visée exhaustive, la confidentialité est donc un critère de sécurité. Il ne faut pas confondre ces deux éléments-là. Ça, c'est un point important. Ce que tu disais également, Mathieu, on est tous responsables. Et en même temps, du coup, ça pose la question de la gouvernance et ça fait le lien évidemment avec ce que disait Patrick en introduction et puis pour finir, on est tous responsables, sauf que le problème, c'est quand la gouvernance, elle nous échappe, parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est que cette gouvernance nous échappe. Dans le cas précis que détaillait tout à l'heure Juliette sur le Health Data Hub, eh bien, ça veut dire qu'il y a un champ de combat politique, un champ de combat syndical pour l'UGIP, un champ de combat juridique, on le voit bien aussi, et puis un champ de combat mutualiste aussi, pour assurer notamment à tous les adhérents en matière de santé que leurs données sont bien protégées, à tous les adhérents dans des complémentaires d'assurance maladie, que leurs données sont bien protégées. Voilà, donc je trouve que d'une certaine manière, ça donne des perspectives pour poursuivre un peu nos échanges. On voit qu'il y a des désaccords ou en tout cas des interprétations différentes au fur et à mesure de nos échanges. Donc ça veut dire qu'il faut aussi poursuivre sans doute les échanges et creuser un peu le sujet.